ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Thibou Kamara, Maître Abba avait la parole. Merci, Monsieur le ministre. Moi, je suis en super forme. Après la pause, j'espère que c'est la même chose pour vous. Alors, je disais ce matin, plutôt tout à l'heure, que nous allons revenir sur un certain nombre d'éléments. Parce que pour moi, des choses ont été dites qui sont très graves. Il faut qu'on revienne là-dessus pour éclairer la lanterne de cet auguste tribunal criminel. Mais je disais avant, j'avais fait allusion, quand je vous posais des questions, sur des déclarations venant de feu Jean-Marie Doré. Et je souhaite dire, c'est bien dans le rapport d'enquête nationale, page 9, et juste au début. Voici ce que feu Jean-Marie Doré a indiqué. C'est bien dans le rapport d'enquête nationale, page 9, au début 10. Voici ce qu'il dit. Le soir même, j'ai obtenu une audience auprès du chef de l'État, auquel j'ai dit que les forces vives veulent organiser un meeting d'information au stade du 28 septembre. Il a affirmé que d'après les informations reçues, les forces vives veulent plutôt faire une marche de Kabylie au pont du 8 novembre. Donc, ils vont casser les boutiques des gens sous la route. J'ai répondu que les informations qu'on lui a données sont inexactes. Il ne s'agit ni de marche, ni de casse, que les manifestants se rencontreraient au stade qui était un lieu fermé où il était plus facile de contrôler et de contrer les débordements. Que le meeting, c'était pour répondre à l'affirmation selon laquelle les forces vives ne représentent rien. Lorsque je l'ai rassuré que le mouvement sera encadré dans un lieu fermé, il a dit qu'il n'y a aucun problème. Il a dit qu'il n'y a aucun problème. Ce propos vient du représentant ou du porte-parole des forces vives déguisées à l'époque des faits. Est-ce que ce n'est pas encore la preuve que le président Dadis n'était pas contre le meeting, conformément à ce que vous avez dit ici en votre qualité de témoin? Si. Merci. On va justement exploiter ce test pour toujours répondre à certaines choses qui ont été dites ici. Sur même le but de la marche, feu Jean-Marie Doré indique, lui qui parlait au nom et pour le compte des forces vives, il indique que c'était pour répondre à l'affirmation selon laquelle les forces vives ne représentent rien. Est-ce que cet élément-là, qui selon lui a motivé le meeting, est la même chose quand on dit que c'était pour aller contre une éventuelle candidature du président Dadis? C'est une opinion et un témoignage que je ne commande pas. Justement, je suis d'accord. Mais lui, juste ce qu'il a dit. Lui, il était le représentant des forces vives, leur porte-parole. Il dit que ce qui a conduit au meeting, c'était pour faire comprendre
que les forces vives représentaient quelque chose. Les forces vives représentent quelque chose. Est-ce que cela signifie que c'était contre une éventuelle candidature du président Dadis? À chacun d'apprécier. Merci. Je vois la prudence, mais on va avancer. On va avancer. Un autre élément très important, il dit que j'ai dit ce soir même, j'ai obtenu une audience. Il dit qu'il a dit au président ce jour-là que les forces vives maintenaient ou voulaient organiser un meeting. Ce soir-là, est-ce que lorsque vous dites que le président n'était pas même sûr que la manifestation ou le meeting allait se tenir, est-ce que Feu Jean-Marie Doré, en indiquant lui-même que c'est seulement ce soir-là qu'il est allé dire au président que la manifestation se tiendrait, est-ce que vous ne dites pas aussi la vérité? En tout cas, mon serment, c'est de dire la vérité. Merci. Justement, à propos de ce qui intéresse beaucoup la partie civile, vous savez, ce que la partie civile invoque pour justifier devant ce tribunal la volonté du président Dadis de se porter candidat, est-ce que vous saviez cela? Non. Alors, à travers les questions qu'ils vous ont posées, on va les retrouver. On vous a dit que le président Dadis a dit au stade de l'Abbé, je suis venu défier mes détracteurs à l'Abbé. Vous confirmez n'avoir pas quand même entendu cela? Non, je ne me souviens pas avoir entendu ça. Parfait. Mais à supposer même que cela ait été dit, est-ce que le fait de dire je viens défier mes détracteurs signifie que je serai candidat? Je pense que c'est un discours que chacun peut lire à sa façon, selon sa compréhension propre. Vous savez, vous êtes un témoin capital. Je veux que vous sachiez que devant ce tribunal, vous êtes libre. Lorsqu'on dit, à supposer qu'il est dit, je veux aller dans l'esprit de la partie civile. Lorsqu'on dit, je viens de défier mes détracteurs, est-ce que cela signifie, est-ce que cela est un acte de candidature? Ça a été répondu, une autre question. Je vais avancer. Lorsque on dit si je peux être candidat ou je peux ne pas être candidat, est-ce que cela est aussi un acte de candidature? À chacun d'apprécier selon sa grille de lecture. Parfait. Alors, un élément intéressant. Une des parties civiles a fait allusion, toujours dans leur volonté, ça ne marchera pas, c'est à tort, d'indiquer vaille que le président Dadis voulait être candidat, et dit que le représentant de l'Union d'Allemagne, l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée, avait demandé au président publiquement de clarifier sa position. Était aussi un acte. Je pense que tout le monde a suivi publiquement la scène. Chacun peut se faire sa religion. Monsieur Thibou, monsieur le ministre, est-ce que ce n'est même pas une insulte au premier responsable d'un pays, un ambassadeur d'un autre pays, demander à un chef de l'État, clarifiez-nous votre position? Est-ce qu'un ambassadeur d'un pays africain se permettrait de le dire à un chef d'État d'un pays occidental? Je pense que ce sont les faits dont j'ai connaissance qui intéressent le tribunal. Ce ne sont pas mes convictions politiques ou mon engagement patriotique. Je suis parfaitement d'accord. On va évoluer. Moi, je fais passer mon message. Alors, tout à l'heure, quelqu'un vous a parlé, encore pour justifier toujours que le président Dadis voulait être candidat, que
quand M. Moussa Keïta, qui était le secrétaire permanent du CNDD, avait dit Dadis ou la mort, qui n'avait pas reçu de réprimande. Est-ce que vous avez suivi ma communication, question-réponse, ici avec M. Baouri? Non, pas entièrement. D'accord. Est-ce que vous saviez que à la RTG et les archives existent, le président Dadis a réprimandé publiquement M. Moussa Keïta, colonel Moussa Keïta, d'avoir dit cela. Et que ce jour, il a fait la paix publiquement avec Jean-Marie Doré et les autres forces de la nation devant des ambassadeurs qui ont clairement indiqué que c'était compris. Est-ce qu'il ne l'a pas fait publiquement à la radio, plutôt à la télé guinéenne? C'est vous qui me l'apprenez maintenant. C'est parfait, ça a été fait. Et le président Baouri l'a confirmé publiquement ici. Mais est-ce que dans ces conditions-là, ce n'est pas une réprimande? On va évoluer. On va évoluer. On a également dit pourquoi le président a attendu à la dernière minute pour s'adresser aux leaders politiques. Alors, nous sommes en train de parler d'un chef d'État. Est-ce que lui, il ne peut pas être le dernier recours? En temps normal, oui. C'est le chef d'État qui est le dernier recours. Absolument. Parfait. Est-ce qu'avant ça, il n'y a pas eu plusieurs autres démarches auprès des forces vives pour éviter que cela n'arrive? Je suis au courant. Je vais vous aider. Que de ce que j'ai eu à évoquer ici. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Vous saviez que il y a des coordinations dans notre pays, des coordinations régionales. Oui, je suis au courant. Est-ce que vous saviez que ces coordinations régionales, cette notabilité, avait rencontré les forces vives de la nation pour faire en sorte que le meeting ne se tienne pas le 28? Non, je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. D'accord. Mais est-ce que vous saviez également que les religieux en avaient fait autant? Les religieux. J'étais au courant de la dernière démarche. Oui. Au lendemain de la nuit du 27. Oui. Mais d'autres démarches avant, non. Alors, je vais vous dire ce que Monseigneur, page 11 du rapport d'enquête nationale, je vais vous dire ce que Monseigneur Albert Gomez, alors archevêque de l'église anglicane, avait dit. Ça, nous ne parlons plus de politique. Le 27 septembre, suite aux informations parvenues au grand imam, nous avons réalisé la nécessité d'intervenir pour éviter un choc le 28. Nous avons décidé de prévenir que de jouer aux pompiers en tirant les leçons des événements de janvier et février 2007. Des femmes responsables ont demandé aux religieux de se lever parce que les informations qu'elles recevaient ne rassuraient pas. Ces personnes qui se sont levées, ces religieux, ces notabilités, est-ce que ce ne sont pas des démarches qui étaient faites dans le sens de la recherche de la paix? Oui. Est-ce que si les leaders politiques avaient écouté, ne serait-ce ces religieux-là, est-ce que ce qu'on a vécu, on aurait vécu? Je ne saurais le dire, maître. Je vais avancer. Je vais avancer. Toujours, la partie civile vous a dit, parce que vous êtes revenu sur que le président Dadis
avait parlé de bousculade. Mais est-ce que vous confirmez au moins que ce sont des éléments qu'il avait reçus? Oui. Lorsqu'un président doit communiquer, est-il en droit de se baser sur les éléments qu'il reçoit pour communiquer? Je n'ai pas encore été chef d'État. Lorsque ceux censés informer un président lui disent s'il y a eu des morts, c'était par bousculade, et que le président communique en parlant de bousculade, est-ce qu'il commet en soi une infraction? Je n'ai pas de commentaire. Je vais avancer. Je vais avancer. Pas de souci. Alors, lorsque des édifices publics sont détruits, est-ce qu'il est du ressort du président de protéger tout ce qui est lié à la nation, tout ce qui est lié au patrimoine de la nation? C'est une fonction dévolue à un État. Très bien. Alors, je vais vous lire un passage du rapport d'enquête internationale. C'est ce rapport d'enquête internationale qui nous a envoyé ici. Je vais vous lire un passage. Il s'agit de la page 33.149. Ce rapport, il est indépendant. Il est noté ceci. Il ressort les déclarations de civils indiquant avoir été recrutés et payés par un militant proche des leaders politiques. Est-ce que cela ne conforte pas la thèse que des militants des partis politiques avaient été recrutés effectivement pour s'attaquer aux biens publics de l'État? Ça, c'est le rapport qui le dit, que je vous lis. J'ai donné les indications. Maître, encore une fois de plus, je ne me prononce pas sur les propos, les témoignages, encore moins je ne jugerai les faits et les actes dont je n'ai pas été témoin. Je suis heureux. Et dont je ne suis pas responsable non plus. Je suis heureux. Hein? Je vais d'ailleurs vous dire que ce que le rapport d'enquête internationale dit est conforté et se trouve dans le rapport d'enquête national, comme pour dire que dans les deux cas, on ne pouvait pas se tromper. Au niveau du rapport d'enquête nationale, et là aussi je suis pour la gouverne de tous, page 13. Voici ce qui est dit. Il est noté que des manifestants ont attaqué, pillé et incendié le commissariat central de Dixine avant d'emporter les armes et munitions et molester les policiers trouvés sur place. Ils ont vandalisé le commissariat spécial de police du stade avant d'emporter des armes. Est-ce que cela ne signifie pas au moins que les intérêts de l'État étaient en jeu et qu'il était pour le président un devoir régalien de réagir par rapport à cela? Le procès en décidera. Vous savez, on est allé jusqu'à penser de l'autre côté. On vous demande, est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il y avait des gardes? Dites-moi. On est quand même en train de parler d'un chef d'État. Hein? Est-ce qu'un chef d'État peut être seul sans garde? Puisqu'on en fait aussi un trophée.
est-ce que le chef d'État a le devoir ou doit même être protégé? Est-ce que c'est un crime d'avoir avec lui des gardes? Je parle bien de la nuit où vous étiez là, puisqu'on veut faire comprendre que il n'était pas seul, il y avait forcément des gardes. On cite même et voilà, des gens haut placés. Mais est-ce que le fait pour un chef d'État d'être avec des gardes, des gens de l'armée, est-ce que c'est mauvais en soi? C'est une question? Oui, c'est une question. J'ai expliqué ce que j'ai vu. Je laisse à chacun le soin de tirer une conclusion. Je suis encore d'accord avec vous, parfaitement d'accord avec vous. Lorsque il y a de tels événements pareils, dans la normalité, pour tout ce que vous voyez, est-ce que le fait pour le président d'agir, de dénoncer les forces politiques est une infraction en soi? Le fait de rendre responsables les forces politiques ou les partis politiques ou les leaders politiques, est-ce que ce n'est pas cela la pratique partout? Vous avez donné un avis? Sur même le meeting, puisqu'on sait déjà que ce n'était pas une manifestation, est-ce que vous savez que la légalité n'avait même pas été respectée? Je ne connais pas les conditions d'organisation du meeting. Alors, voici ce qui est dit. Voici ce qui est dit comme formalité administrative. C'est par courrier numéro 003 bar FF VG, je pense que c'est Force Vive Guinéenne, 2009, du 23 septembre 2009, que le Forum des Forces Vives a informé le maire de la commune de l'organisation d'un meeting. Est-ce que vous saviez que ce n'était même pas ça la procédure quand il s'agit d'un meeting au stade? Je ne connais pas la procédure d'organisation des meetings. Alors je vais vous aider à comprendre que ces leaders politiques n'étaient même pas dans la légalité. Et pour cela, je sors le PV de M. Fodé Isto Keira, ministre de la Jeunesse à l'époque des faits. Page numéro 3, je crois. D'abord, voici ce qu'il dit. Par rapport à la demande, je vous précise qu'aucune demande ne m'a été adressée. Et même si je la recevais, j'aurais répondu dans l'esprit de la décision gouvernementale qui ordonnait d'abord la fermeture du stade pour les préparatifs du match Guinée-Burkina Faso, mais aussi c'est une fête nationale décrétée par le gouvernement. Il ajoute ceci. Vous vous souviendrez que dans la nuit du 27 au 28, les religieux musulmans et chrétiens invitaient les fidèles à observer une journée de paix. Plus loin, et c'est la dernière partie, pour que vous compreniez la procédure. Page 3. Le stade étant un établissement public autonome, jouissant d'une autonomie financière, si vous voulez organiser une manifestation, vous écrivez une demande au directeur du stade qui examine la demande et informe son ministère de tutelle, et ce pour des manifestations extra politiques.
Lorsqu'il s'agit d'une manifestation politique, la demande est adressée directement au MATAP, qui l'examine, puis l'envoie soit au ministère de la Jeunesse ou au directeur du stade. Les partis politiques, en écrivant au maire de Dixine, ont-ils observé la procédure pour l'organisation d'un meeting au stade? Selon ce que j'ai lu, selon vous? Je n'ai pas de conclusion à tirer, maître. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Alors, Monsieur Thibou, voyez-vous que même les religieux ont demandé que cette journée soit une journée de prière et de recueillement? Est-ce que dans ces conditions-là, parce que ça venait du président Dadis, qui plaidait pour cela, est-ce que c'est une infraction qu'il commet en le disant? Je n'ai pas qualité à apprécier l'infraction. On va avancer, je sais. Je voulais juste vous dire ceci. Deux choses pour terminer. Est-ce que vous saviez que rien ne vous interdit de communiquer, de discuter avec tous les avocats ici présents, que ce soit de la partie civile ou de la défense, ou même le parquet? Est-ce que vous saviez que nous ne sommes pas partis à ce procès et que rien ne vous interdit de discuter avec nous, même si c'était le cas? Non, je ne suis pas un habitué des cours des tribunaux. C'est parfait. Alors je peux vous dire que rien ne vous interdit de bavarder avec des avocats. Merci. Absolument rien. Dernière chose. Les questions maintenant. Monsieur le Président, je vais. Dernière chose. Savez-vous que parce que la partie civile n'a rien trouvé, elle vous a confondu même à un accusé? Mais absolument rien trouvé contre le président Dadis. Savez-vous aussi que c'est parce que le parquet n'a rien trouvé, alors que vous êtes témoin cité par lui contre la défense, les accusés, qu'on a connu cette scène d'énervement? Monsieur le Président, merci pour tout. J'ai terminé. Merci, Monsieur Thibou. Allez-y. On va pas continuer comme ça. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, Monsieur le ministre. Est-ce que vous savez que Feu Jean-Marie Doré et les religieux à l'époque qui s'étaient constitués pour faire la médiation étaient au courant de la volonté et de la décision prise pour réprimer la manifestation par avance? Non, je n'étais pas au courant. Alors, je vais vous lire un passage avec la permission de Monsieur le Président du procès verbal d'audition de partie civile en date du 4 avril 2011 des Feux Jean-Marie Doré, côte 964. En tant que porte-parole des forces vives, j'ai appris que le gouvernement allait envoyer des éléments de maintien d'ordre pour empêcher le rassemblement. C'est pourquoi je suis allé voir le président Dadis pour lui expliquer que c'est un rassemblement purement pacifique, pour expliquer que les populations sont avec les forces vives. Quelques jours auparavant, le président Dadis avait visité les notables de Hamdallahi à Koza pour leur dire que les forces vives ne représentaient rien
que d'après ces renseignements, les forces vives auraient décidé de tout casser sur leur passage de la cimenterie au pont 8 novembre. Je lui ai démontré la fausseté de ces informations. J'ai eu en conclusion la forte conviction qu'il m'avait compris et qu'il n'enverrait pas les forces de l'ordre au stade pour empêcher le rassemblement. J'ai des indications pour penser qu'entre-temps, à la rencontre avec son entourage, il lui a été conseillé de passer outre mes conseils et de réprimer le mouvement s'il s'organisait. Il poursuit. Dans la matinée du 28 septembre, tous les leaders de forces politiques, membres des forces vives, se sont retrouvés à mon domicile pour prendre le départ pour le stade. Mais avant leur arrivée, les chefs religieux avaient demandé à me rencontrer, notamment Monseigneur Gomez de l'église anglicane et l'imam Ratib de la mosquée Faisal, Elhadji Ibrahima Ba, pour qu'on trouve un moyen pour éviter l'affrontement, puisque eux aussi avaient appris que le président allait envoyer la troupe pour empêcher le rassemblement. Est-ce que ce passage ne confirme pas que la volonté et la décision d'envoyer la troupe pour réprimer la manifestation avait déjà été prise? Je ne commente pas les témoignages des uns et des autres. Vous ne commentez pas. D'accord. Alors, en démocratie, est-ce qu'il est interdit qu'un groupe de la population ou que certains militants de l'opposition désapprouvent les actions d'un régime en place? En démocratie, les règles et les principes sont connus pour les libertés et les droits. Est-ce que le fait de désapprouver les actions d'un régime, est-ce que cette désapprobation vaut l'envoi d'une troupe pour les massacrer? Une autre question. Cette question, c'est la première fois qu'elle est posée, Monsieur le Président. Cette question n'est pas en rapport au fait. Elle est en rapport. Une autre question. D'accord. Vous êtes d'accord que cette manifestation était une protestation de l'opposition? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'était une protestation de l'opposition? Je ne connais pas les motivations des organisateurs puisque je n'ai pas discuté avec eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ceux qui ont manifesté ce jour n'étaient pas des militants pro-Dadis? Je ne sais pas quel est le critère d'être militant de l'autre. Vous ne savez pas en tant que membre du gouvernement à l'époque? Non, le gouvernement n'est pas partisan. Je ne peux plus continuer à vous poser des questions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bien, Monsieur le Ministre, je voudrais juste savoir si vous aviez eu le temps de prendre part à ce déjeuner organisé au restaurant Le Rocher après les événements du 28 septembre par le président M. Moussa Dadis Camara. Oui, j'étais présent. Très bien. Est-ce que M. Idrissa Sérif était à vos côtés? Oui, je me souviens qu'il était. Très bien. C'est devant vous qu'il a minimisé et profané la mémoire des victimes en disant que non, en Guinée, même si c'est 2 ou 3 personnes qui tombent, la communauté internationale fait sortir ses griffes, étant donné qu'en Côte d'Ivoire ou ailleurs, même si c'est 100 000, on ne dit rien. Vous étiez présent? Je pense que les propos auxquels vous faites allusion, Oui. on les a tous entendus Oui. sur une chaîne de télévision. Oui. Et je pense, en ce qui me concerne, que ces propos ont été tenus au volant d'une voiture. Au volant d'une voiture. Étant ministre chargé de la communication, homme proche de M. le Président, conseiller à ce dernier,
Qu'est-ce que vous avez dit à titre de conseil à Monsieur le Président par rapport à cette déclaration faite par son conseiller personnel, Monsieur Idrissa Serif? Vous-même, vous avez dit son conseiller personnel. Oui, mais vous êtes également l'un de ses conseillers, ministre de la Communication. Je n'ai pas de commentaire. Monsieur le ministre, vous avez été pendant longtemps écouté dans 4 régimes successifs. Général Conté, Dadis, Général Konaté, Alpha Condé. Vous avez toujours été très écouté parce que vous êtes béni. Dites-moi, à chaque fois que vous intervenez, vous réussissez à désamorcer une crise. Tant de Alpha, tant de Dadis, tant de Konaté, c'est vrai. Est-ce que c'est parce que M. Dadis n'a pas pu vous écouter qu'il y a eu le carnage, ou bien c'est parce que vous ne l'avez pas donné le nécessaire de conseils? J'ai expliqué les faits, libre cours à chacun d'avoir sa lecture. J'insiste beaucoup sur la nécessité pour moi, devant cette barre, de m'en tenir aux faits. D'accord, d'accord. Vous aviez franchement une tâche très difficile. Conseiller le général Konaté et le capitaine Dadis, et c'était de 2 belligérants entre griffes. Comment vous avez réussi à s'en sortir et finalement rester avec le 2e, général Konaté? Une autre question. D'accord. Monsieur le ministre, quand vous avez entendu comme moi, comme tous les autres Guinéens, l'appel de M. Moussa Keïta à Zérekoré, quand il a dit Dadis ou la mort, qu'est-ce que vous aviez dit personnellement au président Dadis à l'époque pour ne pas se prêter à ce cri? Le président est la personne la mieux placée pour juger chacun de ses collaborateurs. Ce n'est pas du ressort d'un collaborateur de faire le procès d'un autre. Pour finir avec vous, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que ni était le fait que le capitaine Moussa Dadis a voulu se présenter, on n'arriverait pas au carnage? Est-ce qu'on est d'accord? Une autre question. Elle a été posée. Est-ce qu'on est d'accord, finalement, monsieur le ministre, que vous n'avez pas été suivi et écouté, et ce qui nous a amené là où on est arrivé? Est-ce qu'on est d'accord? Je n'ai pas d'avis. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Camara. Oui, monsieur le président. Le numéro sur lequel monsieur Moussa Dadis Camara a parlé avec M. Sidia Touré. Oui, monsieur le Vous pouvez nous donner ce numéro? Je vais essayer de me rappeler. Il y a quand même plus de 10 ans. Oui, allez-y. Non, je ne l'ai pas en tête. C'était votre numéro? Oui, mais j'ai changé de numéro depuis, monsieur le président. Depuis. J'ai eu une succession de numéros. C'était un numéro... Vous vous souvenez plus de ce numéro? Séance tenante, il m'est impossible de vous le donner. Vous pouvez disposer. Merci, monsieur le président. On va se limiter là aujourd'hui. Le tribunal renvoie cette affaire au 15 novembre 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée. Amis téléspectateurs, bonsoir. L'opinion a été gratifiée aujourd'hui d'un véritable film d'honneur à la faveur de la tenue du procès des événements du 28 septembre. La comparution de l'ex-chef d'état-major général des armées a donné lieu à un véritable film macabre. Pour la première fois, un témoin parle de 157 morts qui auraient transité par le camp Samori Touré et la morgue d'Ignace Dine. Ce qui contraste, mesdames et messieurs, avec les déclarations des précédents comparants à l'audience de ce tribunal criminel. Mesdames et messieurs, le chef d'état-major général indique avoir mis à disposition 3 camions
par l'entremise de ces services. Un 4e camion aurait justement été ajouté, plus 2 ambulances qui auraient été utilisées pour secourir les blessés, mais aussi les morts dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Une situation d'autant plus préoccupante, mesdames et messieurs, que la comparution du colonel ne met pas la lumière sur la destination des corps. Vous vous souviendrez qu'on avait parlé de 57 morts dans des camions. Aujourd'hui, 157 corps ont été révélés, mais pour quelle destination? La comparution de l'ex-chef d'état-major général d'armée est en train de lever un coin de voile sur la problématique de fond de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Jusque-là, l'opinion avait pensé, n'est-ce pas, à un film de fiction. Aujourd'hui, la réalité fait face avec cette comparution d'ailleurs pour laquelle certains avocats commencent déjà à demander le changement du statut de témoin à celui d'accusé. Comme pour dire que le procès des événements du 28 septembre est entré dans une phase particulièrement active avec cette comparution et d'autres aussi suivront, comme c'est le cas de Madame Hadja Fatou Sike, comme c'est le cas du général Baldé, mais aussi du général Bafoué, qui sont tous attendus pour apporter leur témoignage dans ce procès inédit qui se tient en Guinée. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision nationale et vous êtes les bienvenus. Le tribunal criminel. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. Cissé Raphaël Ava, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kegoro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Parti civil, M. Ouri Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDH. Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Général Oumar Sano, venez à la barre, s'il vous plaît. Vous avez le choix. Vous avez le choix de parler étant debout ou assis. Pour le moment, je vais m'arrêter. D'accord. Vous avez également des droits que la loi sur la protection des victimes et des témoins vous confère. Parmi ces droits, vous pouvez demander à ce que vous soyez entendu sans la présence du public. Je vous écoute. Si vous avez compris. Non, je n'ai pas bien compris. Vous n'avez pas compris. Je dis oui, que vous avez également des droits que la loi sur la protection des victimes et des témoins vous confère. Et parmi ces droits, vous pouvez demander à ce que vous soyez entendu hors la présence du public et plusieurs autres droits. Je suis à votre disposition, je peux parler ici. D'accord. Sans problème. Quel est votre nom? Je suis le général de brigade de 2e échelon, Oumar Sano. Vous avez quel âge? J'ai 64 ans cette année. Où vous êtes né? Où vous êtes né? Je suis né à Conakry. Quelle est votre profession? Militaire à la retraite. Vous êtes domicilié? Présentement à Kobaya, chez moi. Donc vous... Excusez-moi, j'ai un problème un peu. Ah, d'accord. Donc si on ne lève pas la voix, j'ai des difficultés pour déchiffrer. Voilà, donc si vous... Le micro, s'il vous plaît. Oui. Général, vous avez dû entendre l'appel des accusés, c'est-à-dire leur nom. Et vous avez certainement vu
les parties civiles défiler à la barre de ce tribunal, est-ce que vous avez des liens de parenté avec certains d'entre eux? Non. Personne. Personne. Est-ce que vous avez des liens de subordination? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez pour certains d'entre eux ou certains d'entre eux travaillent pour vous? La partie civile? Les deux parties civiles accusées. Oui, les accusés, oui. Je travaille avec beaucoup parmi eux. Est-ce que vous étiez... Mais présentement, est-ce que vous travaillez pour eux? Non. Je ne travaille pas actuellement, je suis à la retraite. Quand est-ce que vous avez travaillé ensemble? Parce que vous avez dit que vous avez travaillé avec... Oui, d'abord, depuis que moi j'ai fini ma formation académique, j'ai été officier, j'ai toujours été formateur. Depuis en 87, 88, jusqu'à 90, 93, et jusqu'à ce que je suis devenu, jusqu'au grade de commandant, j'ai été formateur. Bon, est-ce que vous avez travaillé, c'est ce que je veux savoir, vous avez dit que vous avez travaillé avec certains accusés. C'est ça? Oui, est-ce que vous m'entendez, hein? Oui, le président Dadis, il était mon président. J'étais le chef d'état-major général des forces armées. Est-ce qu'il y avait des liens de subordination entre vous? Oui, mais le ministre de la Défense était entre nous. Et présentement, vous avez dit que vous êtes à la retraite. Oui. Est-ce qu'on peut lui faire prêter le serment de témoin, ministère public? Avec votre permission, Monsieur le Président, j'ai un document qui ne me concerne pas, le document qu'on m'a envoyé. Restez là-bas, quelqu'un va nous envoyer. Restez là-bas. L'affiliation, c'est contrairement... Envoyez le document. Hein? Voilà. Oui, ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorables assesseurs. Monsieur le Président, le ministère public voudrait dire à votre tribunal que monsieur, le général Oumar Sano peut bel et bien être entendu comme témoin sur le fondement des dispositions de l'article 428 du Code de procédure pénale. Il n'y a aucune entrave à ce qu'il soit entendu en cette qualité. Je vous remercie. La défense. Bon, ce n'est pas sur le document, c'est s'il peut être entendu. Vous avez vu, on a décliné on l'a fait décliner son identité et tous ses liens de collaboration, de parenté, c'est sur ça. Sur le document, on ne dit rien d'abord. Parce que je suis même en train de lire le document. Oui. Monsieur le Président, nous ne voyons pas la différence entre la situation du général Oumar Sano et celle du ministre Tibou Camara. Bon, le ministre Tibou est passé, donc je voulais savoir si justement, il y a aucune j'arrive à la entrave conclusion, à lui faire prêter avec le votre serment. permission, Monsieur le Président, j'arrive à la conclusion, étant dans les mêmes situations, nous ne trouvons pas d'objection à ceux qui sont entendus comme témoins. Je vous remercie. Merci. Je crois qu'il ne peut être entendu sous serment. Il peut bien être entendu, mais pas sous serment. Donc, l'application combinée des articles 415 du Code de procédure pénale et 423, à défaut de m'opposer à son audition, mais je crois qu'il peut être entendu
non sous serment. Vous avez cité quelle disposition, maître? 423, 515 du Code de procédure pénale. D'accord. Un autre? C'est tout, Monsieur le Président. Qui d'autre? Ou bien à personne maintenant? Partie civile. Président, nous ne trouvons pas d'objection à ce que M. Sano soit entendu à titre de témoin. Oui, qu'est-ce que vous étiez en train de dire à propos de... Donc, simplement le nom, parce que je vois colonel Oumar Sano. Est-ce que vous êtes venu, hein? Vous êtes venu. Est-ce que vous êtes prêt à être entendu? Oui. Parce que vous êtes là. Oui. Malgré tout ça, est-ce qu'on peut vous entendre? Oui, je suis à votre disposition. Ministère public, c'est vous qui l'avez cité. Est-ce qu'il s'agit de la même personne? Merci, Monsieur le Président. Il s'agit bien de la même personne. Et on a cité colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des forces armées au moment des faits. Je pense qu'il vous a dit avoir été général il n'y a pas longtemps. Il est à la retraite. Et c'est bien lui qui est à la barre de votre tribunal parce que c'est lui qui était chef d'état-major général au moment des faits. Donc il s'agit bien de la même personne. Merci, Monsieur le Président. On vous redemande encore, Monsieur Sano, est-ce que vous êtes disposé à être entendu? Oui. Maintenant? Oui. Conformément aux dispositions de l'article 428 du Code de procédure pénale, le tribunal ne trouve aucun empêchement à faire prêter M. Oumar Sano du serment de témoin. Donc sur ce, M. Sano, vous allez prêter serment de parler à la barre de ce tribunal sans haine ni crainte et de ne dire dans cette affaire que la vérité et toute la vérité. Sur ce, vous allez lever votre main droite et vous direz, je le jure. Je le jure de dire la vérité, rien que la vérité. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous informe également que le faux témoignage à la barre de ce tribunal est un délit qui est prévu et puni par la loi guinéenne. Donc sur ce, vous ne direz ici que toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Sano, alors dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre. Merci, Monsieur le Président. En tant que chef d'état-major général des forces armées, au moment des faits, je était à l'état-major général où je commandais les troupes, c'est-à-dire l'armée en général. Mais laissez-moi vous parler des faits avant le 28 septembre. Parce que il y a des points qui ont été soulevés ici, mais concernant, j'ai suivi à la télé, concernant l'ordre donné aux militaires pour s'abstenir de sortir le jour des événements. Je vais vous dire comment ça s'est passé. C'était entre le 25 et le 26. Chaque fois que je termine de travailler dans mon bureau au camp, je venais à la présidence au camp rendre compte au ministre de la Défense. Je le ferai tous les jours. Donc, je viens ce jour, je ne trouve pas le ministre dans son bureau, parce que s'il n'est pas dans son bureau, il est dans le bureau du président. Donc je le rejoins dans le bureau du président. Je l'ai trouvé en train de parler avec le président.
Dès que j'ai pris place, Monsieur le Président a dit, il y a trop de murmures. Les gens là, ils veulent sortir. Je ne veux voir aucun militaire. Je ne veux voir aucun militaire si les gens là organisent leur meeting, parce que je connais les militaires guinéens. Il a dit à la présence de Monsieur le ministre de la Défense nationale, il y avait d'autres personnes dans le bureau, mais je ne me rappelle pas de tout ce qui était là-bas. Donc il l'a dit, il a insisté là-dessus, et il a pris le ministre à témoin. Et le ministre m'a réitéré la même chose. Tu as entendu? Donc, le quartier reste consigné. Il a dit, c'est bien pris. On est resté, après je suis sorti avec le ministre, on est parti dans le bureau du ministre. Parce que nous, on passait toujours par le ministre de la Défense pour accéder au président. Les comptes rendus, même si on veut rendre visite au président, on venait, les autres chefs d'état-major peuvent témoigner, et d'autres aussi, on venait toujours vers le ministre de la Défense pour accéder au président. Les comptes rendus aussi, on passait par le ministre de la Défense. Donc, c'est resté en mémoire. Après, ils ont voyagé sur l'Abbé. Donc, dans les radios, dans les journaux, dans les réseaux, tout le monde entendait les murmures, les informations sur l'organisation de l'opposition. Mais monsieur le ministre, comme vous avez dit, monsieur le président, comme on est venu pour manifester la vérité, rien que la vérité, moi, personnellement, parce qu'il faut parler de soi-même, je n'étais pas convaincu que ce meeting allait avoir lieu. Pourquoi? Parce que les leaders politiques étaient tout le temps avec le président. Des fois même quand nous, on venait, quand on vient à la présidence, on a un compte à rendre, on vient avec le ministre de la Défense, le ministre rentrait et nous, on restait à la porte. On apprenait qu'il est avec tel leader ou tel leader. Donc, il n'y a pas ce leader qui ne passait pas à la présidence. Pour nous, les relations qui existent entre lui et ses opposants, c'est un monsieur qui pouvait, le président pouvait les convaincre pour surseoir à ce problème de meeting. Donc c'est pourquoi on n'était pas trop sûr. C'est ainsi que la veille, le 26, j'ai passé le communiqué à tous les chefs d'état-major, aux commandants des grandes unités. Quand je parle des grandes unités, c'est le bataillon du Génie, le bataillon de Kamayenne, le camp Samori, le camp Alpha Yaya, plus les chefs d'état-major, le directeur national de la police et le directeur national de la douane, de se retrouver au camp Alpha Yaya parce que j'ai un message à passer. Donc les gens sont venus. Effectivement, c'était à 10 heures qu'on s'est retrouvés. J'ai passé le message. Le quartier reste consigné. Je ne veux voir aucun militaire dans la rue. Si le meeting a lieu, seule la police et la gendarmerie sont habilités pour le maintien d'ordre. Tout le reste, quartier consigné, les armes au faisceau. Et vous me rendez compte,
Je leur ai laissé aussitôt d'aller dans leurs unités et faire le rassemblement général, passer le message aux militaires et me rendre compte. Moi, j'ai replié. Ce retrouvail n'a même pas fait plus de 10 minutes. À peu près 15 comme ça, 20 minutes. Hein. J'ai laissé tout le monde partir. Et effectivement, arrivés dans leurs unités, ils ont appelé le rassemblement et ils ont passé le message et on m'a appelé pour me dire que le message est passé. Donc, il y a des unités qui ont consigné même ce jour. Les militaires ont passé la nuit là-bas. Ils ont dit que personne ne rentre à la maison. On peut vérifier. Ces personnes qui commandaient ces unités, ils sont vivants encore. Ils m'ont passé le message qu'ils ont fait le rassemblement, que les armes sont au faisceau. J'ai dit d'accord. Donc ce jour, le 28 septembre, moi, dès 7 heures, j'étais au bureau, au camp Samori. J'ai passé toute la journée là-bas, au camp Samori. Et là aussi, moi-même, j'ai vu de mes propres yeux les armes au faisceau et quartier consigné. Donc, il y avait un petit radio qui était à côté, qui émettait les informations qui se passaient au stade. Donc, c'est à la radio, j'ai suivi beaucoup de choses. Entre-temps, entre 10h, 11h comme ça, je reçois l'appel de la dame, une Française, qui m'appelle, je ne sais pas comment elle a eu mon numéro, elle se présente à moi. Je suis responsable de la Croix-Rouge internationale et la Croix-Rouge, elle est là pour former la Croix-Rouge guinéenne. Elle me dit, je suis au stade, on est débordé. La Croix-Rouge est là, il y a beaucoup de blessés et il y a des morts. Elle dit, on a une seule ambulance. Je voudrais que vous m'aidiez à avoir des ambulances. J'ai dit, attendez, je vais contacter le service de santé. C'est là où j'ai appelé le colonel ministre de la Défense, Diaby. Quand je l'ai eu au téléphone, j'ai dit, où vous êtes? Il dit qu'il est en route, il va dans son chantier à Koya. J'ai dit, attention, il y a quelque chose qui se passe. Il dit quoi? Je ne s'en va pas au stade. Aide-nous à avoir des ambulances. J'ai dit, on m'a appelé à partir du stade. La Française qui, qui commande, qui gère la Croix-Rouge, a besoin des ambulances. Moi, elle m'a demandé, mais moi, je ne peux pas trouver les ambulances. C'est pourquoi je vous demande de trouver des ambulances pour nous. Il a commencé par dire, il dit, toutes les ambulances de l'armée sont en panne, c'est sur cale. Et c'était vrai, parce qu'on a hérité des matériels défectueux après l'ensemble continu. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, bon, attends, je te reviens, je vais voir au niveau des hôpitaux. Il dit, je t'appelle après. Il a rapproché. Bon, je suis resté. C'est après, il m'a appelé. Il dit, bon, j'ai appelé la dame, la directrice de l'hôpital Donka. Elle me dit aussi qu'ils ont une seule ambulance, que derrière l'ambulance là, qu'on l'a appelé, comme on appelle, au stade, qu'elle a mis l'ambulance aussi qui va chercher les blessés et emmener. J'ai dit, et les autres? Il dit, bon, il dit, voilà, je vais voir. Il dit, je vais voir. Donc,
On est resté sur ça. Après, la dame m'a appelé encore. J'ai dit, ah, vous avez trouvé des ambulances? Parce que le ministre me dit qu'il y a une ambulance de Donka qu'elle a envoyée. Qu'il a envoyée. Que l'hôpital a envoyé. Il dit oui, ça fait 2 ambulances, mais c'est insuffisant. C'est ainsi, elle m'a demandé, est-ce que je peux avoir des camions? C'est pourquoi ce serait très 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 important d'avoir cette dame-là. Elle peut nous dire beaucoup de choses sur cet événement. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, bon, vous voulez combien de camions? Elle dit, ah, elle dit, même s'il y a 1 ou 2, j'ai dit, ça vous suffit? Elle dit, bon, de voir s'il y a plus, que je peux envoyer 3 camions. J'ai appelé le commandant du train militaire, je l'ai ordonné de préparer 3 camions carburés avec le chauffeur, les chauffeurs à bord. Il dit de désigner un chauffeur comme chef de mission. Ils vont directement au stade, rencontrer la Française, se mettre à sa disposition et m'appeler. Donc quand j'ai dit ça, il a dit d'accord. Il m'a dit, est-ce que je peux mettre la corvée? J'ai dit non, pas de corvée. Les camions sont effectivement partis au stade, sont partis se mettre à la disposition de la Française, la Croix-Rouge. Et elle m'a confirmé que les 3 camions sont arrivés. Donc, c'est ces 3 camions que moi j'ai ordonnés. Mais après, par l'intermédiaire des chauffeurs, la dame a pu avoir le commandant du train militaire pour dire que s'il peut augmenter un camion, ils ont envoyé le camion, mais on ne m'a pas dit directement. Donc il y avait 4 camions. Les 4 camions sont partis au stade. Les 4 camions, ils ont embarqué des corps dedans. Après avoir ramassé les corps, parce que après avoir ramassé les corps, la dame a dit d'envoyer les corps à la morgue. Les chauffeurs ont démarré pour la morgue d'Ignasdine. Quand ils sont partis à Ignasdine, ils n'ont trouvé à la morgue, ils n'ont pas trouvé de responsable à qui déposer. Ils ne pouvaient pas décharger les corps là-bas. Ils ont trouvé les gens qui travaillent là-bas, et ceux qui s'occupent des corps, laver, machin, préparer les corps. Et ils ont dit, on ne peut pas recevoir les corps là comme ça. Il dit, le chef n'est pas là, mais on va préparer la salle. On va préparer, parce qu'il y avait d'autres corps, c'est qu'on m'a dit. S'il y avait d'autres corps là-bas, les malades qui sont décédés à l'hôpital et d'autres, les parents à la maison, ils vont déposer les corps. Donc, il fallait préparer. Il fallait préparer la morgue pour recevoir ces corps. Donc, ils ont décidé d'eux-mêmes, les chauffeurs, de ne pas laisser les camions exposés. Ils sont venus au camp Samori, garés, en disant à ces gens, quand ils seront prêts, de les appeler. Donc, ils sont venus garer là-bas. C'est après, quand c'est prêt, ils ont continué, ils ont ramené les corps à Ignasdine, à la morgue, ils ont déposé. Mais en partant maintenant à Ignasdine, comment on appelle, je veux dire, en partant à Ignasdine, je ne sais pas comment on les a informés de revenir. Ça, je ne sais pas.
Ça, les informations là, je l'ai eu comment? C'est après, j'ai appris dans les radios qu'on a enlevé les corps. J'ai convoqué les chauffeurs et le commandant du train. Je les ai demandé. Ils m'ont dit il y a 155 corps que la dame a embarqué dans les 3 camions qui sont venus avec Agnès Dine. Et c'est les 155 qui sont venus au camp Samori. Les 155, quand ils sont partis, ils sont repartis, c'est les 155, ils ont déposé là-bas, à la morgue. Après tout ça, les camions sont revenus au camp, garé au parc du train militaire. Parce que j'ai vérifié après, à travers le commandant, si les camions sont rentrés. Ça, c'était vers les bandes de 17h. Maintenant, il dit que tous les camions sont rentrés. Voilà en ce qui concerne les corps. Et ces personnes ont été écoutées. Ils ont été écoutés. Parce que quand on a mis les commissions en place, ils ont dit tous ceux qui ont géré ce problème, je les ai tous mis à la disposition de la commission. Ils ont été écoutés, entendus, les chauffeurs. Donc, voilà en ce qui concerne les camions. Et j'ai dit pour le colonel Diaby, c'est moi effectivement qui l'ai appelé. Et quand il est venu au camp, comment on appelle, à l'hôpital Donka, il m'a appelé, il m'a dit, la dame Fatoussi qui est directrice de l'hôpital dit que l'ambulance qui n'a pas trouvé, il a appelé un peu partout. D'ailleurs, que la directrice l'a demandé d'ordonner le directeur de la pharmacie centrale qu'il était obligé lui-même d'aller le chercher. Que vraiment ils sont débordés. Il m'a dit ça. Donc, après, moi, quand c'est vers 16h et quelques, 16h et quelques, j'ai quitté le camp avec l'actuel directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, qui était directeur de cabinet à l'époque encore. On est parti vers le camp Alpha Yaya. On dit, parce que le journal n'était pas là, pour rendre compte de ce qui s'est passé la journée concernant l'armée. Si je dis concernant l'armée, les responsables que j'ai appelés et j'ai ordonné, chaque 1 heure, j'appelais les chefs d'état-major pour me dire comment ça se passe dans les camps. Et il me disait que les gens sont en place, personne n'est sorti. Donc, à 16h, moi j'ai bougé avec le colonel, le général maintenant. On est parti vers le camp Alpha Yaya. On dit on va aller rendre compte de ce qui s'est passé dans les unités. On trouve le président Dadis dans le salon. On le trouve, il était avec les éléments du salon. Donc, quand on est venu, on l'a trouvé, il criait sur ces gens. Vous m'avez empêché de sortir. Je voulais aller calmer les gens. Vous m'avez empêché de sortir. Hein? Vous tous, vous êtes il disait des choses sur eux. Quand il veut s'approcher de la porte, tout le monde vient prendre son pied.
Il dit non de ne pas. Il dit que l'on cachait la clé de son véhicule, qui n'a pas pu sortir. Qu'il connaît les militaires guinéens. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils m'ont trahi. Il a parlé. Donc nous, on a cherché à le calmer. Moi et Abba. On l'a calmé. Il est venu, il s'est assis sur le fauteuil. On a essayé de... On n'a même pas pu le faire le compte rendu. Donc on a essayé, quand il s'est calmé, on est resté jusqu'à 17h. Nous, on a pris congé, on est acquitté. 17h et quelques. On a pris congé, on est retourné, moi et Abba. Donc, voilà, c'est la journée du 28 septembre, ce que moi j'ai vu, j'ai vécu. Monsieur Sanou, général Sanou, vous étiez le chef d'état-major général des forces armées à l'époque. Effectivement. Est-ce que tous les camps qui sont sur le territoire national relevaient de vous? Effectivement. Tous les camps militaires, je veux dire. Effectivement. Est-ce que ce jour, quand vous avez été informé de la situation qui prévalait au stade par la dame de la Croix-Rouge dont vous venez de parler, est-ce que vous avez pensé un peu à vous déplacer pour vous renseigner sur ce qui se passait un peu dans les camps? Parce que vous aviez donné auparavant l'ordre à tout le monde de rester dans les casernes. Est-ce que vous vous êtes déplacé pour aller un peu voir si l'ordre était respecté? Je ne me suis pas déplacé. Je ne suis pas sorti du camp jusqu'à 16h et quelques. Les chefs d'état-major, c'est mes interlocuteurs directs entre moi et la troupe. J'ai donné les ordres et ils me remontaient l'information que tout allait bien dans les camps et personne n'est sorti, les armes sont au faisceau. Mais moi, ce jour-là, je ne suis pas sorti au camp, sauf à 16h et quelques, je suis allé, on a pris l'autoroute directement, le camp Al-Fayr. Vous avez dit qu'à la veille de cette manifestation ou de ce meeting, vous avez réuni vos collègues pour leur dire qu'aucun militaire ne devait sortir ce jour. Effectivement. Est-ce qu'après les événements, vous avez tiré les conséquences? Après les événements, le président a dit qu'il allait mettre une commission en place. Ils vont mettre une commission en place, une commission nationale et une commission internationale qui va faire la lumière sur cette affaire. Donc, on ne s'est pas réunis pour discuter de ce problème. Quand il nous a dit ça, on attendait tout que la commission soit mise en place. Et effectivement, quand cette commission a été mise en place, j'ai été plusieurs fois consulté par la commission parce que tous les gens qu'ils avaient besoin pour entendre, je mettais les personnes à leur disposition. Et on les écoutait. Commencer par moi-même. Ils ont fait mon audition. Oui, ça vous parlez du chef de l'État. Mais vous-même, vous avez dit ici que tout ce que vous faisiez avant, vous rendiez compte immédiatement au ministre de la Défense, qui était l'interlocuteur, laissez-moi finir, qui était votre interlocuteur auprès du chef de l'État. Est-ce qu'au sein de l'armée, parce qu'avant, vous avez réuni tout le monde pour dire à tous les militaires de rester ce jour dans les casernes. Oui. Est-ce qu'après, vous avez cherché à faire la même chose pour savoir est-ce qu'il y a eu des militaires qui se sont rendus au stade
Est-ce qu'il y a eu des militaires qui n'ont pas respecté les consignes? Est-ce que vous avez réuni encore, en tant que chef d'état-major de l'armée, est-ce que vous avez réuni encore les militaires ce jour pour le savoir? Bon, je n'ai pas réuni les militaires, mais voilà comment ça est. Le ministre n'était pas là. Il était à l'intérieur du pays. Mais quand il est venu, je l'ai rendu compte. Je l'ai rendu compte que tout s'est passé parce que je n'ai pas eu de rapport, je n'ai pas eu de compte rendu sur un militaire des rangs qui est sorti pour aller au stade. Si on m'avait rendu compte, j'allais prendre mes dispositions.